Donc, les défis du retour en France, comment bien anticiper cette transition, c'est ce que tu vas gérer. Réussir la recherche d'emploi, donc les stratégies pour valoriser l'expérience à l'international, mais aussi se repositionner efficacement sur le marché du travail au retour en France, même si la période n'est pas forcément simple au jour d'aujourd'hui. Et de mon côté, en deuxième temps, ça sera les leviers de négociation RH pour optimiser votre package de rémunération au retour et le petit focus sur la prime d'impact. Voilà Magali, je te laisse le flow. Bonjour à tous, merci pour votre présence. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras, ce sera encore mieux pour nous. C'est sympa de savoir qui est-ce qui se cache derrière les prénoms ou non. Je vois qu'il y a des personnes que je connais bien. Merci d'être là. Dites-nous où est-ce que vous êtes. En effet, ce sera sympa aussi pour nous de savoir peut-être votre situation en quelques mots, où est-ce que vous êtes, etc. Moi, je suis ravie d'être là. Merci Marie de m'avoir conviée pour cet événement ensemble. En effet, on va, on va aborder la partie recherche d'emploi au moment du retour. Est-ce que Delphine, tu veux partager l'écran avec la présentation? Moi, je vois pas. Je sais pas si vous voyez. Moi je partageais, mais je vais peut-être le refaire. Ouais, refais Marie. Ah non, j'ai fait envoyer une demande, mais je sais pas à qui c'est tombé. Delphine, c'est chez toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu peux me laisser l'accès, comme ça je partage. Ça y est, je t'ai accepté. Ok, partager. Merci pour toutes les personnes qui partagent où vous êtes. Je sais qu'il y en a qui travaillent, où vous êtes au travail, etc. En tout cas, merci d'être là. Donc, en quelques mots, je me présente avant de commencer. Donc, moi, c'est Magali Desmith. Je suis la fondatrice de l'entreprise Voyage Emploi Retour en France que j'ai créée en 2021 suite à mon troisième retour en France. En quelques mots, donc moi, en fait, j'accompagne principalement des Français qui vivent à l'étranger, qui rentrent en France et qui se questionnent sur leur poursuite de carrière en France. Je travaille aussi avec des étrangers qui viennent s'installer en France et je les aide, bah voilà, idem sur toute la partie préparation du retour et recherche d'emploi. Et pour vous donner une idée, voilà à peu près les points clés. 450 personnes accompagnées ces dernières années. Pas mal de situations rencontrées, pas mal de profils rencontrés, des situations toutes différentes les unes des autres, mais c'est très enrichissant. Et pour vous donner une idée, 70% des personnes que j'accompagne qui rentrent décrochent un emploi avant de rentrer. Et je vous expliquerai après pourquoi c'est autant important de rentrer avec un emploi, parce que ça débloque plein de choses et c'est important que vous ayez ça en tête. Donc c'est pour ça que je vous ai précisé cette information-là et ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on arrive à faire avec les personnes que j'accompagne. Euh, voilà, je te laisse. Alors, donc, en quelques mots, mon parcours, moi, je suis consultant de carrière depuis toujours. C'est le métier que je fais absolument depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, j'accompagne les personnes dans leur démarche de reconversion professionnelle et de recherche d'emploi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai créé l'entreprise, j'ai souhaité en fait apporter cette expertise à toutes les personnes qui rentrent parce que moi aussi j'ai vécu à l'étranger, aux États-Unis et en Australie. Je suis rentrée 3 fois, ça a été difficile pour moi personnellement. Et donc, c'est pour ça que ça avait du sens pour moi, en fait, à mon troisième retour, de me dire, bah, j'adore mon métier, mais j'ai envie de le faire auprès des personnes qui rentrent et qui, comme moi, en fait, font face aux mêmes situations, de se dire, OK, je vais rentrer, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que je mets en place? Comment je rebondis professionnellement sur le marché de l'emploi français? Et c'est comme ça que c'est né. Donc, en fait, pour vous donner une petite idée de ce que je fais, moi, j'accompagne au niveau préparation du retour en France, donc au niveau personnel, administratif, logistique, budgétaire, pour les enfants, par exemple aussi, pour la partie logement, qui est un gros sujet. Et puis pour toute la partie carrière, donc voilà, recherche d'emploi, repositionnement professionnel sur le marché de l'emploi français, retour en formation pour ceux qui ont besoin, création d'entreprise pour ceux qui ont besoin. Et donc, depuis que j'ai créé l'entreprise, j'ai mis en place pas mal de choses, pas mal d'informations pour vous aider, pour aider la communauté. Notamment, vous avez un livret gratuit sur le retour en France où c'est une trentaine de pages. Vous avez pas mal d'informations, des ressources qui peuvent vous aider. Donc, vous aurez tout sur le site internet de Voyage Emploi Retour en France, notamment dans la rubrique boîte à outils où vous aurez un livret gratuit, où vous aurez la newsletter, où vous aurez aussi les informations pour le podcast. Donc voilà, Delphine, elle est en train de vous partager dans le chat toutes les informations. Si vous voulez y avoir accès, allez-y, c'est gratuit.
Et ensuite, depuis l'année dernière, on a un podcast, Revenir en France, le podcast, qui est absolument fabuleux. C'est des témoignages de personnes qui rentrent et qui partagent en toute transparence leur histoire, avec des très belles histoires, avec des difficultés qu'on rencontre parce que c'est comme ça la vie et parce que ça fait partie du jeu. Mais aussi, on vous explique comment on arrive à rebondir, qu'est-ce qu'on met en place pour réussir son retour au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau du logement, etc. Donc c'est vraiment un espace de ressources qui peut être intéressant. Et puis ça vous permet en fait vous de trouver de l'inspiration à travers ces témoignages et ces profils parce que bah voilà, dans quelques mois, dans quelques semaines, ça va être à vous de passer par là. Et puis, vous avez aussi un blog, donc idem sur le site internet, où vous avez pas mal d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller consulter toutes ces ressources-là qui sont faites pour vous. Et puis après, bien évidemment, on est sur Instagram, LinkedIn, sur Facebook aussi. Voilà. Alors, donc, est-ce que je poursuis, Marie, ou est-ce que tu voulais... Ah non, non, the floor is yours. Ok, merci. Donc, on va parler des défis au retour en France au niveau professionnel. Donc, c'est parti, je te laisse. Alors, les erreurs à éviter. Et ce que je voulais, c'est dans un premier temps, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes chacun au niveau de votre recherche d'emploi. Est-ce que vous rentrez cette année, l'année prochaine? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont déjà en démarche. Et donc, je voulais faire un petit peu des erreurs à éviter parce que si vous êtes en recherche active, ça va vous permettre de tout de suite euh, ajuster en fait ce que vous êtes en train de faire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que euh, vous avez quitté le territoire français depuis quelques années et en fait, vous rentrez sur un territoire où vous ne connaissez plus forcément le marché de l'emploi, qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne. Et donc, ce qui va être important, en fait, c'est de se mettre à jour de comment on fonctionne en France, quelles sont les pratiques en France, pour éviter, en fait, enfin, pour gagner du temps, justement, dans toutes vos démarches de recherche d'emploi et justement pour éviter cette période de battement où, en fait, on envoie des candidatures et où ça fonctionne pas. Bah, pourquoi? Parce on n'a pas la bonne méthode et la bonne démarche. Donc ça, c'est important de vraiment se mettre à jour. Ensuite, utiliser les mêmes outils de recherche d'emploi qu'on avait à l'étranger, c'est un non, non, non. Surtout pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque marché d'emploi est totalement différent. Chaque pays fonctionne différemment aussi au niveau du recrutement, au niveau de la recherche d'emploi, au niveau du marché, au niveau des méthodes, au niveau des pratiques, au niveau des outils qu'on utilise. Donc, ce qui est important, c'est vraiment déjà dans un premier temps mais je vais y revenir juste après, je vous donnerai un peu les étapes qui vont guider votre démarche, de bien être sensibilisé et de bien mettre à jour en fait vos outils de recherche d'emploi à la française. Donc ça, c'est vraiment important, on y reviendra aussi tout à l'heure. Donc surtout, ne candidatez pas avec vos CV que vous utilisez à l'étranger juste traduits. À coup sûr, ça fonctionnera pas. Idem, à partir du moment où vous avez défini une date de retour, il faut vraiment s'y prendre tôt. Donc là, pour toutes les personnes qui rentrent cet été, vous devez être en recherche active maintenant. Il faut vraiment plus attendre, il faut anticiper, anticiper, anticiper. Ce qui se passe, c'est qu'il vaut mieux être tôt, avoir le temps de comprendre le marché, rebondir, réagir et après négocier. Et ça, Marie, elle vous en parlera tout à l'heure. Plutôt que de se retrouver au pied du mur et en fait d'être coincé et de se dire bah mince en fait vite il faut que je prenne quelque chose parce que j'ai besoin de trouver du travail parce que je rentre en France parce qu'il faut que ça aille faut que ça avance. Donc n'attendez pas, anticipez. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, 70% des personnes accompagnées, en tout cas avec moi, avec ma méthode, décrochent un emploi avant de rentrer, donc c'est complètement possible. Et ensuite, le dernier point, donc manquer de méthode dans ces démarches, c'est que, en fait, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a quitté le territoire français parce que, à l'époque, hein, il y a 15 ans, il y a 10 ans, ou bref, en fonction de vos situations, parce qu'on ne trouvait pas de travail. Ce qu'il faut se dire, c'est que, à aujourd'hui, quand vous rentrez, ou quand vous allez rentrer dans 6 mois, dans un an, peu importe, le marché a évolué, vous, vous êtes aussi une autre personne, et donc tout a évolué. Vous ne pouvez pas revenir en France avec cette croyance limitante que vous aviez avant de dire bah ça n'a pas fonctionné à ce moment-là, donc ça fonctionnera pas de nouveau. Non, tout est différent, tout le marché a changé, vous êtes aussi une autre personne. Ça, et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que des fois, en fait, donc par rapport au point que j'ai mentionné là, par exemple, bah, on va postuler en France avec son CV étranger et ça va pas fonctionner, et donc du coup, en fait, on se dit bah on se remet en question nous et on se dit bah mince, en fait, je suis nulle, ça fonctionne pas, je comprends pas, donc c'est pas et en fait, on se remet en question soi, alors que le problème, c'est pas soi, le problème, c'est la démarche qu'on a. Donc, c'est important que rapidement, à partir du moment où vous allez rentrer en France et que vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, de bien vous mettre à jour par rapport à tous vos outils, par rapport au fonctionnement en France, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir la bonne méthode, la bonne démarche, la bonne approche et d'avoir des résultats rapidement et puis de rebondir.
et d'avancer rapidement. Alors, les défis au retour professionnel. Ce qui se passe, c'est que on va rentrer en France, on va se replonger dans une recherche d'emploi. Peut-être pour certaines personnes, il y a plein de gens qui n'ont pas été en recherche d'emploi depuis plusieurs années parce que, bah voilà, souvent on a évolué dans une entreprise ou parce que ça a fonctionné beaucoup par le réseau. Donc, on n'a jamais été proprement dit dans une recherche d'emploi. Donc, vous, vos objectifs, quand vous allez rentrer en France, il y a plusieurs points. C'est déjà assurer une poursuite de carrière pour vous qui est cohérente. Donc, derrière ça, il y a quoi? Il y a parfois, on a besoin de réfléchir à son repositionnement professionnel, à savoir, qu'est-ce que je vais faire demain en France? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va être cohérent pour ma poursuite de carrière, pour mon évolution professionnelle, pour ma montée en compétences? Donc, ça, c'est important de garder ça en tête quand vous allez lancer toute votre démarche de recherche d'emploi vers la France. Ensuite, il va falloir aussi réussir à valoriser votre parcours professionnel. Et ça, c'est pas toujours évident. Et puis, on peut faire face à des recruteurs qui vont être ouverts, d'autres moins. Donc, ce qu'il faut parfois, et j'y reviendrai juste après, ça va partir des différentes étapes que je vais vous proposer, c'est prendre un temps pour valoriser, pour prendre conscience de vous, en fait, de tout ce que vous avez pu acquérir pendant votre expérience de vie professionnelle et personnelle à l'étranger, mais d'être en capacité de le valoriser auprès d'un recruteur pour obtenir des postes qui vont être à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur des salaires que vous voulez viser aussi. Derrière ça, il y a forcément aussi un épanouissement professionnel. Quand on est en recherche d'emploi, l'objectif, c'est de tendre vers des entreprises qui sont proches de nos valeurs et puis qui vont permettre voilà, de travailler dans un environnement professionnel qui est sain, qui est bienveillant et qui va être boostant. Donc ça doit faire partie de vos objectifs. Réussir sa prise de poste, alors ça, on en parle très peu. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est en focus sur notre recherche d'emploi. Donc vite, il faut que je fasse un CV, il faut que je candidate, etc. Puis après, en fait, le gros point, une fois qu'on a réussi, ça, ce serait un point, tiens, qu'on pourrait aborder après, Marie, après la négociation et puis après l'offre qui est reçue par l'entreprise. C'est, OK, comment je vais réussir ma prise de poste? Parce que j'ai pas travaillé depuis longtemps en France, parce que peut-être que j'ai ces 10 dernières années travaillé en anglais, parce que on fait face à un management qui est complètement différent. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se jouent autour de la prise de poste, je dirais. Donc ça, c'est important aussi rapidement de se dire, OK, comment je vais pouvoir, entre le moment où je reçois ma proposition mon offre par l'entreprise et ma prise de poste, comment je vais pouvoir, qu'est-ce que je mets en place, comment je vais pouvoir faciliter en fait voilà ma prise de poste le jour J quoi et puis voilà assurer aussi ces 4 mois ou 6 mois de période d'essai en fonction de vos profils et de vos parcours. Donc ça c'est des points qui sont importants auxquels vous pouvez réfléchir aussi dès maintenant. Et ensuite voilà c'est trouver le bon poste qui va permettre de ma montée en compétences. Donc ça c'est un point qui revient aussi souvent, c'est que des fois par exemple j'ai des candidats qui me disent euh, voilà, j'ai trouvé une offre d'emploi, mais je coche pas toutes les cases, donc j'ose pas y répondre, etc. Donc moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est important aussi de se positionner vers des postes où on ne maîtrise pas tout, parce que c'est important aussi d'avoir des perspectives de montée en compétences, d'évolution, pour voilà, qu'il y ait des challenges aussi au niveau de la vie professionnelle et continuer d'apprendre, etc. Bien évidemment, il y a aussi des personnes qui vont se dire non, moi je veux juste un travail parce que après j'ai d'autres impératifs à côté, parce que je suis parent, etc. Chacun ses objectifs, chacun ses ambitions et c'est totalement OK. Mais voilà, c'est important quand même de, de réfléchir à toute cette perspective d'évolution une fois la prise de poste effectuée, quoi. Alors, ce que je vais vous proposer là, c'est 3 ou 4 pistes à mettre en place dès maintenant par rapport à votre recherche d'emploi pour voilà, comment appréhender et comment approcher le marché de l'emploi français tout en étant à l'étranger. Je regarde un peu l'heure. Alors, mon action numéro 1 que je voudrais vous proposer de mettre en place à aujourd'hui, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi ou si vous allez rapidement rentrer dans cette situation-là. Donc, prenez le temps,
avant de foncer tête baissée, d'en faire un CV, etc., prenez le temps de faire le point de votre carrière. Donc quand je dis faire le point de sa carrière, c'est OK, comment j'ai évolué à l'étranger, qu'est-ce que j'ai à apporter à une entreprise française, quels sont mes atouts, quelles sont les expertises que j'ai développées à l'étranger qui peuvent être intéressantes en France pour une entreprise ou pour un secteur, certains secteurs d'activité ou pour, je ne sais pas si j'ai des missions freelance auprès de certaines entreprises, soit en tant que salarié, soit en tant que freelance. Et derrière ça, faites aussi le point de votre, ce que je dis souvent, c'est faire un bilan d'expatriation pour faire le point de qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle à l'étranger, que je vais pouvoir revaloriser dans mes processus de recrutement ou dans mes candidatures. Et vous voyez, le dernier point que j'ai mentionné, c'est vraiment un point que je mentionne souvent dans mes accompagnements ou sur les réseaux sociaux, c'est que pour moi, une recherche d'emploi qui est réussie, c'est un candidat en fait qui a une bonne connaissance de soi, de son parcours. Plus on a une bonne connaissance de soi, de son parcours, plus on va être en capacité de donner les bonnes informations et, aux recruteurs et de mieux se vendre. Donc tout ça, ça passe par bilan de carrière, bilan d'expatriation comme vous avez vécu à l'étranger, pour vraiment être au clair sur qu'est-ce que j'ai à offrir demain à une entreprise. Donc la connaissance de soi, prendre le temps de faire le point avant de se projeter et de se lancer dans une recherche d'emploi. Ensuite, une fois qu'on a fait le point, questionnez-vous sur qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait en France. Parce qu'il y a des personnes qui exercent une activité à l'étranger qui n'existe pas forcément en France, ou des fois il y a des petits ajustements à faire parce que par exemple le métier que je fais en France, euh, je peux le faire mais un petit peu différemment ou dans tel type d'entreprise. Donc réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement en France. Est-ce que je peux continuer à faire mon métier? Si oui, comment et où? Si je ne peux pas exactement faire le même métier que je faisais à l'étranger, bah, qu'est-ce que je peux faire au niveau? Qu'est-ce que j'ai comme expertise que je vais pouvoir euh, proposer en France à une entreprise? Et au-delà de ça, au-delà de qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, bah, viser l'épanouissement professionnel, travailler dans un secteur d'activité, dans une entreprise bienveillante, etc., ça doit faire partie des, des points de réflexion, en tout cas quand vous êtes en recherche d'un emploi. Donc réfléchissez à tout ça, réfléchissez au secteur d'activité que vous voulez rejoindre, au poste en fait que vous allez viser. Et derrière ça, ce qui est important, c'est ce que j'ai écrit en gras, votre objectif, c'est d'avoir un projet professionnel qui est réaliste et réalisable. Il y a des professions que vous ne trouverez pas sur certains territoires. Donc ça sert à rien de se dire, je prends toujours cet exemple-là qui me fait rire, mais qui va vous parler. Je ne serai pas trader à Biarritz, ça fonctionnera pas, c'est impossible. Donc, pour les personnes qui visent des postes à haute responsabilité avec des gros salaires pour éviter un trop gros gap de descente de salaire, ben, à un moment donné, c'est une réalité, on ne pourra pas faire autrement, il faudra aller s'installer à Paris, en région parisienne ou dans d'autres grandes villes, mais ça va être quand même ça la réalité. Donc ça, c'est important de le prendre en compte dans votre définition de projet avant de lancer vos candidatures. Donc réfléchissez à un projet professionnel qui est réaliste et réalisable en termes de métier, mais aussi en termes de territoire. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir se lancer dans la création de ces candidatures. Donc en France, on attend de vous d'avoir un CV. La lettre de motivation, pour moi, ça me paraît vraiment important. C'est un sujet qu'on aura toutes les deux avec Marie tout à l'heure, donc on pourra en discuter. Un portfolio pour certains, pour toutes les personnes qui sont dans des professions sont visuelles, artistiques, etc. On va en avoir besoin. Et puis un profil LinkedIn, bien évidemment. Pour certains, on peut être encore plus, je dirais, créatif. Voilà, certains secteurs d'activité, on va être très content d'avoir un CV vidéo, des choses comme ça. C'est un peu plus à la marge, mais ça peut arriver. On peut aussi décider d'approcher des entreprises sous cette forme-là. Euh, voilà. Vous vous doutez bien que là, on a 1 heure avec Marie, donc on ne peut pas rentrer dans le détail de comment on fait un CV, comment on fait une lettre, qu'est-ce qu'on met là-dedans, etc. C'est vraiment pas le but. L'idée, c'est vraiment de vous donner un peu un état des lieux, des étapes et de quoi faire. Comme ça, en fonction de votre situation, vous pouvez vous dire, OK, j'en suis là, il me reste ça à faire. OK, j'en suis là, je peux ajuster comme ça. Et donc, tout ça, tous ces éléments-là, ils vont être importants d'être au format français. Faites en sorte de candidater avec des outils qui sont réalistes avec ce qu'on attend de vous sur le marché de l'emploi français. Ça, c'est important.
Mais ces 4 points-là, c'est des points qui me paraissent vraiment indispensables. Votre objectif quand vous candidatez, c'est d'obtenir des entretiens. OK? Seul objectif. Donc ça, c'est important. Et puis, je rentre pas dans le détail de la lettre de motivation parce qu'on en parlera juste après, donc on fera un focus là-dessus après. Et l'action numéro 4, et bah, du coup, c'est que c'est parti, on va pouvoir y aller. Et donc, de ça, on va pouvoir, une fois qu'on a fait le point, une fois qu'on a réfléchi à son positionnement, je dirais, sur le marché de l'emploi français et son projet professionnel, on a ses outils prêts. On va pouvoir donc lancer, enfin, définir sa stratégie de recherche d'emploi. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place en fonction de mon profil, en fonction du secteur d'activité que je vise et du territoire aussi où je vais m'installer, parce que je ne vais pas agir de la même façon. Donc, c'est important de réfléchir à votre stratégie que vous allez pouvoir déployer, en fait. Ce que je dis souvent, c'est privilégier la qualité à la quantité. Il vaut mieux faire moins, mais mieux, pour avoir un réel impact quand on fait des démarches vers les entreprises, vers des acteurs ou à travers les candidatures. Bien évidemment, il y a certains secteurs d'activité quand même qui sont très, très, très compliqués en ce moment. En ce moment, mais depuis plusieurs mois ou plusieurs années pour certains secteurs. Je mentionne notamment tout ce qui est marketing, communication, c'est très compliqué. Donc là, pour le coup, y a certains secteurs comme ça où je vais quand même dire la qualité, oui, mais la quantité, elle va quand même jouer parce qu'il va falloir se positionner et se faire connaître parce que sinon, on aura très peu de retours. Donc, par exemple, voilà, malheureusement, tout ce qui est marketing, communication, il y a tellement de monde sur le marché qu'il va être important de se faire connaître et des candidatures, en tout cas des démarches d'emploi, il va falloir en faire. Vous pouvez trouver sur le blog, j'ai fait un article sur ce sujet-là, sur les secteurs d'activité qui fonctionnent très bien, d'autres un petit peu moins bien. Donc, vous pouvez essayer d'aller creuser toutes ces informations-là sur le blog. Vous avez pas mal d'informations là-bas. Et ensuite, la recherche d'emploi et tout ce que vous allez faire comme démarche, en fait, il faut accepter de faire des tests. Vous n'aurez pas forcément de retour positif tout de suite. Il y a des entreprises qui sont très longues à répondre, d'autres qui sont très réactives, d'autres qui sont très structurées, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc, vous allez faire face à des processus de recrutement qui sont très différents des uns des autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des tests. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a un CV qui fonctionne, enfin, qu'il n'y a pas de retour, bah, changez et faites d'autres tests. Donc postulez différemment, regardez peut-être une autre stratégie. Donc voilà, si vous voyez que voilà, ça fait un moment que vous êtes en démarche, que ça n'aboutit pas, que vous n'avez pas de retour ou pas de retour positif, ou à l'inverse, vous avez des entretiens, mais ces entretiens n'aboutissent pas, réfléchissez à comment je vais pouvoir, qu'est-ce qui bloque et comment je vais pouvoir améliorer, changer. Et puis, bien évidemment, s'il y a besoin, moi, donc, je fais ces accompagnements-là au quotidien. Donc, je vais pouvoir accompagner, en fait, sur chaque étape que j'ai mentionnée. Je peux vous accompagner sur tout ce qui est repositionnement professionnel, bilan de carrière, bilan d'expatriation, toute la partie recherche d'emploi, CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, simulation d'entretien. C'est des choses que je fais. Donc, vous pouvez être accompagné vraiment à l'étape que vous souhaitez euh, en fonction de votre situation, en fonction de vos besoins, et ça, on peut en discuter ensemble, quoi. Et donc, quand vous êtes dans un processus de recherche d'emploi, surtout dans une démarche de revenir en France, là, en fait, je vais insister sur le pourquoi votre emploi il est aussi important et pourquoi j'insiste autant sur le fait qu'il faut anticiper sa recherche d'emploi et au maximum revenir avec un emploi en poche, un emploi français avec des revenus français et pourquoi. Plusieurs points. Déjà, ce qui va se passer, c'est quand vous allez rentrer en France avec un emploi, vous allez pouvoir vous réaffilier à la sécurité sociale sans délai de carence. Ça, c'est un point qui est important. Deuxième point, vous allez pouvoir vous loger beaucoup plus facilement. Si vous rentrez sans emploi, ça va être très compliqué. C'est une réalité. Moi, je suis très transparente auprès des personnes que j'accompagne. Je suis très, très transparente dans la communauté. Tout ce que je partage, c'est vraiment très transparent parce que mon objectif, c'est que vous puissiez réussir. Donc, je suis pas du tout là pour embellir les choses, pour vous dire c'est bon, ça va aller. S'il y a des points de vigilance, je les mentionne. Donc, ça, c'est un point de vigilance. La recherche de logement, c'est très compliqué. Si on rentre sans emploi, c'est compliqué. Donc, idéalement, si on rentre à deux, on essaye tous les deux d'avoir un travail. Idéalement en CDI, idéalement avec des revenus français. Je sais qu'il y a aussi des personnes qui rentrent et qui continuent de travailler avec l'étranger. C'est une option, c'est possible, ça permet de faire la transition, mais
ça solutionne pas trop la recherche de logement. Donc c'est important de se dire, OK, quand je rentre, CDI de préférence, tous les deux de préférence, CDD, un CDD longue durée, ça peut fonctionner. Mais voilà. Donc, pourquoi c'est important de rechercher enfin, de trouver un travail avant de rentrer? C'est pour le logement, pour la sécurité sociale et tout simplement pour renouer du lien social rapidement. Parce que aller au travail, mine de rien, c'est ça qui va vous permettre de rencontrer des gens sur un territoire peut-être qu'on a quitté pendant des années ou sur un territoire qu'on ne connaît pas. Donc, tout l'aspect social que va vous apporter l'emploi, c'est important. Et puis après, bah, vous allez aussi chacun avoir votre salaire. Donc, on est content rapidement de renflouer les caisses après un retour en France qui nous coûte cher. Et puis voilà, vous aurez aussi votre petit salaire pour faire vos nouveaux projets, pour voilà, acheter ce que vous avez besoin, pour vous épanouir aussi. Donc tous ces aspects-là, ils me paraissent vraiment importants et c'est pour ça que je veux que vous ayez en tête l'importance d'avoir un emploi au moment du retour. Euh, voilà. Donc, moi, je suis là pour vous aider. Sachez que le premier rendez-vous est complètement offert de 30 minutes. Ça nous permet de faire connaissance, de prendre le temps de savoir où est-ce que vous en êtes, de vous expliquer un petit peu comment, moi, dans le détail, je vais pouvoir vous aider par rapport à votre situation, votre profil, où est-ce que vous en êtes, etc. Euh, Moi, je vais créer en fait un parcours d'accompagnement sur mesure qui va vous aider là par rapport à vos blocages, là où vous en êtes, ce qui a besoin de solutionner. Donc, on va vraiment tout créer ensemble de A à Z. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, c'est personnalisé. Donc, le premier rendez-vous est complètement offert. Vous avez l'adresse mail ici, vous me sollicitez, vous prenez La rendez-vous. rencontre. Oui, tout à l'heure. Et ensuite, il y a quelque chose que je veux mentionner que j'ai pas mentionné. Pour toutes les personnes qui sont, bah, vous êtes en ce moment, si vous êtes là, sans doute en train de préparer votre retour, que ce soit pour cette année ou pour l'année prochaine. Sachez que vous pouvez rejoindre le kit du retour en France que j'ai créé, qui va vous aider sur donc tout l'aspect emploi. C'est plutôt des choses que je fais en individuel parce que c'est personnalisé en fonction des situations de chacun. Mais vous avez sans doute aussi à aujourd'hui des questions sur, OK, comment je vais me loger, comment je vais faire mon déménagement, qu'est-ce que je fais pour mes démarches administratives, comment je gère mes émotions au moment du retour dans le avant et dans le après, et les démarches administratives dans le avant, dans le après aussi. Donc, tous ces sujets-là, ils sont abordés dans le kit du retour en France. Le kit du retour en France, c'est une solution que j'ai créée pour vous aider à préparer vos retours, peu importe dans le pays où vous êtes. Vous avez accès à toutes les ressources sur la plateforme et tous les mois, on se retrouve en petits groupes pour discuter, pour échanger, pour s'entraider. Voilà. Donc n'hésite pas, Delphine, à partager le lien du kit du retour en France dans le chat. Et puis vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez. Moi, je serais ravie de vous retrouver dans la communauté pour pouvoir vous aider par rapport à tous vos projets, toutes vos questions. Bon, on va pouvoir enchaîner sur les regards croisés, et Euh, notamment sur la lettre de motive, la ouais. fameuse. C'est vraiment Alors, nécessaire. alors, dis-moi ce que toi t'en penses et après moi je partagerai un peu mon. Qu'est-ce que Marie côté recruteur dit et Magali qu'est-ce que je dis côté candidat? Euh, Moi, je pense que dans beaucoup de domaines et beaucoup d'industries et beaucoup de sociétés un peu traditionnelles, la lettre de motivation est encore absolument nécessaire. Et même le fait de ne pas la fournir peut être mal perçu par les recruteurs. Après, il y a une nouvelle génération de sociétés un peu start-up et de recruteurs qui, eux, ne se focalisent pas sur la lettre de motivation. Ils sont plus sur une identification par rapport au profil et au CV et ensuite font le filtre, entre guillemets, de la motivation au réel par les interviews. Par contre, moi, d'expérience, que je peux dire sur la lettre de motivation et sur ce que je vois récemment, et c'est peut-être quelque part un peu lié à l'AI, mais les lettres de motivation sont en général très, très génériques. Euh, une tendance assez naturelle de parler de soi, mais sans faire le lien avec l'entreprise et ce qu'on peut vraiment apporter à l'entreprise et aussi pourquoi on a choisi l'entreprise. Donc, des fois, en tant que recruteur, quand on lit les lettres de motivation, on se dit, ce profil est génial, mais pourquoi il veut venir chez nous? Et quand cette question n'est pas répondue, avec une vraie démarche de personnalisation, c'est assez complexe pour le recruteur d'arriver à définir s'il va prendre le candidat ou pas dans les flots d'entretien, parce que les entretiens, c'est quand même une sacrée organisation, même si désormais, avec les entretiens Zoom, c'est quand même de plus en plus simple. Et puis, c'est vrai que pour les personnes dans les situations d'un retour en France, il y a très peu d'entretiens physiques. En général, tout se fait à distance. Mais c'est malgré tout du temps
et de l'investissement des équipes recrutement. Et c'est vrai qu'il y aura une tendance un peu naturelle à mettre de côté les profils sans lettre de motivation ou les profils avec une lettre de motivation pas assez bien calibrée. Et aussi, ce que je vois dernièrement aussi, les lettres de motivation format ChatGPT. Voilà, on le voit, ChatGPT n'est pas encore assez bien calé pour que ça soit invisible. Donc, il y a aussi un problème. Même si on se fait aider un petit peu de ChatGPT, si au moment de l'entretien, le discours n'est pas aligné avec ce qu'on a vu dans la lettre de motivation, c'est problématique. Donc voilà mon retour à chaud. Mais Magali, je serais ravie d'entendre le tien. Ouais, merci. Bah, en fait, c'est ça le débat, c'est que je pense qu'on a arrêté de lire les lettres de motivation parce que les lettres de motivation, elles sont tellement pas pertinentes que ça prend du temps pour le recruteur pour pas grand-chose. C'est pour ça que moi, je fais des accompagnements sur la lettre de motivation, même s'il y a plein de gens qui disent non, c'est bon, ça sert à rien. Ben, en fait, si, parce qu'une bonne lettre de motivation, ça peut faire la différence par rapport à d'autres candidats. Et en fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que on parle souvent de l'expérience candidat et en fait de qu'est-ce que l'entreprise elle va proposer comme expérience au candidat. Et ben moi je pense qu'il faut que le candidat lui il réfléchisse à ce que je dis souvent c'est qu'est-ce que le candidat il offre comme expérience à l'entreprise, au chargé de recrutement. Et en fait moi ce que je dis souvent c'est que ça sert à rien de réfléchir à est-ce que le recruteur, il va regarder ma lettre de motivation ou pas, et en fonction de ça, oui, j'en fais une ou j'en fais pas. Il faut vraiment regarder moi de mon côté en tant que candidat et me dire, OK, quelle est la première impression que j'ai envie d'offrir de moi? Qu'est-ce que, en fait, cette candidature avec CV et lettre de motivation, elle renvoie comme image de moi? Parce que, en fait, la candidature que vous offrez, c'est la qualité de travail que vous allez offrir demain quand vous serez en entreprise. Donc réfléchissez plutôt que de regarder qu'est-ce qu'il va faire le recruteur et ce qu'il va lire ou pas, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie d'offrir comme première impression, comme démarche, comme sérieux à quelqu'un qui va arriver sur ma candidature et regarder ce que j'ai à proposer. Là, ça se rapproche assez du ciblage, parce qu'en général, en fait, si les gens ne ciblent pas et veulent trop arroser, en général, l'effort va être assez minime sur la lettre de motivation. Et au final, on a beaucoup de candidatures avec peu de retours, parce que justement, c'est pas assez bien ciblé, alors que des fois, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux cibler un peu plus spécifiquement et se restreindre en termes de choix. Mais au final, faire un peu plus l'effort sur une personnalisation, pas seulement de la lettre de motivation, mais aussi un peu du CV. Parce que ben, le CV, quand même, il faut qu'il soit un minimum personnalisé. On peut pas forcément, on postule pas chez Danone ou chez Dassault avec un même format de CV. C'est la réalité. Donc, il faut toujours ajuster un minimum. Il faut aussi faire le taf d'aller regarder la société en question, l'actualité, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les problématiques, pour montrer que vous y êtes intéressé un minimum et que vous n'êtes pas juste là pour trouver un job au retour. Et parce que de toute façon, si ce travail-là n'est pas effectué en amont, mais au moment de la lettre de motivation, ça ressortira forcément au moment des interviews, quand il y aura des questions et que, en fait, le recruteur va pouvoir se rendre compte à un moment donné, peut-être que vous n'êtes pas tant intéressé que ça à la société. Je pense que les recruteurs, ils ont bien compris que désormais, la loyauté absolue, comme nos parents ont pu connaître, de faire des carrières de 20 ans, 25 ans dans la même société, ce n'est pas du tout garanti. Et je pense que pour autant, ils ont encore plus le soin de prendre des gens qui sont vraiment intéressés par la société, par l'activité et qui veulent s'engager. Et donc, ils vont faire d'autant plus attention à ces éléments-là. Et il faut quelque part donner une cohérence à tout. Le CV, la lettre de motivation, les autres formats, tu as raison, vidéo, ça peut être très sympa, surtout si vous êtes à distance. Parce que vu qu'il n'y a pas de présentiel physique, les recruteurs, malgré tout, aiment bien avoir un petit teaser, entre guillemets. Les portfolios aussi, c'est extrêmement intéressant. Et c'est intéressant quel que soit un peu le type de métier. Je sais pas, vous êtes boulanger. Je pense que faire un portfolio de ce que vous avez pu faire dans un autre pays par rapport aux recettes de cet autre pays, ça peut être extrêmement intéressant et au contraire, intéresser un futur employeur. Donc, il faut être assez créatif et je pense que justement, en étant expat et en disant qu'on rentre d'ailleurs, on a une vraie carte à jouer sur le fait qu'on peut être très créatif et sortir un peu des normes parce que justement, on a cette excuse-là. Donc, je vous invite à le faire. Peut-être je complète par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, moi, dans les accompagnements, ce que je propose, c'est que je fais toujours un cas pratique. Parce que, en fait, moi, mon objectif, c'est que les personnes que j'accompagne, elles soient autonomes.
Moi, je vais pas être à côté des personnes que j'accompagne à chaque fois qu'on fait une candidature, à chaque fois qu'on fait une démarche de réseau, etc. Et donc, en fait, c'est quelque chose on fait une séance là-dessus où, en fait, on fait tout ensemble. Parce qu'on sait qu'on doit personnaliser, on sait qu'on doit optimiser ses candidatures, mais bah, en fait, ça prend du temps, on sait pas le faire. Et, et en fait, on le fait mal. Donc, nous, on le fait ensemble. On fait un cas pratique de candidature et comme ça, moi, je vous partage toute la méthode, etc. Et après, vous êtes en capacité de le refaire en autonomie. Et comme ça, vous avez la bonne méthode. Et déjà, je pense qu'il y a 50% du chemin du succès qui est fait si cette approche est prise dès le départ, à mon avis. Est-ce qu'on C'est pour parle... ça que tu as des aussi bons résultats, Magali. Est-ce qu'on Bref, bon, parle la avec... lettre de motivation n'est pas complètement morte et peut-être que justement, ça peut être un différenciateur aussi Ouais. du fait que personne l'abandonne. Et aussi les capacités à pouvoir rédiger, écrire, communiquer, c'est important parce que je pense que des fois, alors je parle en tant que RH, hein, je vais pas complètement défendre la communauté RH. Il y a certains recruteurs qui sont très tradis, qui ne reconnaissent pas la valeur ajoutée que vous pouvez apporter depuis l'étranger et qui vont peut-être plutôt la voir un peu comme un élément, ils vont chercher à vous challenger. Donc, il faut d'autant plus être très droit dans vos bottes sur la manière dont vous vous exprimez, la manière dont vous rédigez et montrer que vous avez pas, vous êtes parti, mais que vous n'avez pas été déconnecté. Et après, peut-être pour compléter, euh, en fait, il y a plein de postes de nos jours, dans tous les postes, partout où on travaille, on doit rendre des comptes, on doit rédiger un bilan, etc. Donc la lettre de motivation, elle sert aussi à capter votre facilité à rédiger, tout simplement, à rendre des comptes, à être concis. Euh, donc c'est toutes ces À choses-là. être, à être mémorable aussi. Il faut être en mesure que vous puissiez prendre votre place, qu'on se rappelle de vous pour avoir de l'impact. Et donc avoir une petite touche d'humour ou d'impact, ou le petit truc qui fait que on voit que vous avez passé un certain temps à étudier peut-être l'histoire de la société, ses problématiques actuelles, ses problématiques produits, et que vous essayez d'apporter de la valeur. Ça fera un énorme différenciant. Bon, je pense qu'on peut clôturer sur la lettre de motive. Alors, vu que maintenant on aborde mon sujet, c'est toi qui vas commencer en premier. Gap de salaire au retour en France, s'aligner ou refuser. Alors, ce qui est important, donc il y a des pays où on gagne très bien sa vie, mais parce que ça va en adéquation euh, avec le coût de la vie, tout simplement, avec la façon dont on vit, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, moi, je pense, c'est que en fonction de d'où on revient, forcément, on peut perdre en salaire. Mais ça dépend d'où vous étiez. Ça dépend de ça. On peut perdre en salaire, oui, c'est une chose. Par contre, ce qu'il faut quand même, quand on rentre et qu'on se repositionne et qu'on est dans une recherche d'emploi, c'est d'être en accord avec la réalité à ce qui se passe sur le marché. C'est comme tout à l'heure quand je vous disais avoir un projet réaliste et réalisable. Bah, c'est avoir une fourchette de salaire réaliste et réalisable selon moi, parce que sinon, en fait, vous allez euh, vous fermer les portes de certains recrutements, par exemple. Et c'est là où ce serait dommage. Donc, je pense que c'est important d'avoir en tête la fourchette de salaire, mais c'est ce qu'on va creuser avec Marie juste après. Mais il faut une marge de flexibilité et bien sûr négocier parce que ça fait partie du jeu. Ouais, alors moi j'aime bien quand je conseille des expats ou même quand je conseille des RH, hein, parce qu'au final je conseille des RH sur ce genre de sujet, j'aime bien dire il faut comparer des pommes et des pommes. C'est-à-dire que si on compare un salaire brut américain et un salaire brut français, c'est pas du tout la même chose. Déjà, il faut peut-être plutôt rentrer dans une dynamique de comparaison de salaire net, sachant que de manière absolue, ça ne marche pas parce que de manière parfaite, parce qu'il y a les différentiels de coût de la vie, des différentiels de coût de logement qui impactent, mais aussi et surtout, aux US, vous n'avez pas le chômage, l'assurance maladie, la sécurité sociale, la retraite de base telle qu'elle est prévue par le schéma français. Et c'est ça en fait qu'il faut comparer. C'est les éléments de cash que vous allez voir à la fin dans votre poche, que vous allez pouvoir dépenser stricto sensu, mais aussi tous les éléments de protection qu'on n'a pas de manière garantie, il faut être honnête, hein, dans les 30 ans à venir, mais qu'à l'instant T, on a, qui nous protègent et qui nous permettent, en cas de survenance de risque,
ce soit décès, chômage, maladie, invalidité, d'être un minimum protégé, ce que beaucoup de pays n'offrent pas. Donc déjà, moi, je pense que avant de comparer, il faut avoir vraiment ça en tête et se dire, bon, la France n'offre pas forcément de manière absolue autant de cash, mais elle m'offre une protection financière sur certains aspects qui est quand même assez significative. Et après, bon, il y a le fameux régime d'impact que je vais vous parler un petit peu, qui pendant cette année peut être assez intéressant si vous pouvez en bénéficier au moment du retour, mais qui est assez contraignant dans le sens où vous l'obtenez auprès d'un employeur, mais ça veut dire que si vous voulez continuer à l'obtenir, vous ne pouvez pas changer d'employeur. D'où on en revient un peu à l'importance de bien cibler son employeur et d'être quand même plutôt bien aligné avec l'employeur pour lequel on veut engager un retour en France à l'emploi, parce que si vous arrivez en plus à négocier ce régime d'impact, ben, votre éligibilité au régime et l'avantage fiscal est vraiment lié au fait que vous devez rester sur le long terme avec cet employeur. Donc, le salaire, c'est quelque chose qui se négocie dans une certaine mesure. Après, ça va être un peu l'objet de la présentation après. On négocie pas que le salaire stricto sensu. Il y a aussi des avantages en nature qui peuvent faire une grosse différence. Et après, bon, il faut être toujours dans une démarche où vous rentrez à nouveau dans un marché qui est un petit peu différent et aussi dans certaines situations, un marché où l'inflation et l'augmentation en termes de salaire est très limitée. Et on sait tous, en particulier en France, que un nouvel emploi, c'est vraiment la fenêtre d'opportunité pour négocier. Après, on est extrêmement limité en termes de possibilités de négociation dans le cas d'un emploi normal, à part promotion. Donc, en fait, c'est vraiment le moment où vous devez essayer de négocier au mieux votre rémunération. Pour autant, comme le dit très bien Magali, il ne faut pas vous fermer des opportunités en étant trop peut-être focalisé sur un chiffre clé particulier qui n'est peut-être pas réaliste par rapport au marché. Et à ce moment-là, en fait, il faut juste ajuster et essayer de voir comment vous pouvez être force de proposition avec des avantages en nature, typiquement une voiture de fonction. Ça peut changer beaucoup de choses au quotidien et ça peut être un sacré avantage financier pour vous et à négocier. C'est peut-être un peu moins difficile pour l'employeur, surtout si quelque part on peut le rattacher à votre fonction, que de vous donner 10 000 ou 15 000 euros de salaire brut pour, entre guillemets, garantir votre salaire au retour en France. Donc, bon, c'est vraiment une appréciation individuelle et aussi une chose à ne pas oublier. L'aspect rémunération, c'est un peu comme ce que Magali parlait tout à l'heure avec des secteurs qui poussent et d'autres qui sont où c'est un peu plus complexe de trouver un emploi. C'est un peu la même démarche. Il y a des entreprises qui vont très très bien et pour lesquelles la négociation de rémunération sera possible et ils ont des budgets et c'est plutôt simple. Et il y a d'autres secteurs où c'est quand même très très compliqué. Et avoir une opportunité de recrutement est déjà en soi une énorme chance parce qu'il peut y avoir des secteurs où les recrutements sont un petit peu gelés pendant une période un peu d'attente. Et moi, je l'ai remarqué en particulier là, c'est depuis le mois de juin, avec le problème entre guillemets législatif et l'instabilité législative en France qui stressent les employeurs parce qu'ils n'ont aucune visibilité sur les aspects légaux et de coûts employeurs que ces changements, on va dire, de pouvoir politique peuvent engendrer. Et par défaut, n'ayant pas de visibilité, ils auront tendance à limiter les recrutements aux fonctions assez clés ou pour lesquelles il y a des besoins réels et constants et ils seront peut-être un peu moins proactifs. Donc un peu plus de frilosité et ça se ressent aussi sur la négociation de la rémunération. Donc c'est des événements, enfin des éléments d'environnement qu'il ne faut pas oublier. L'environnement économique, social, politique joue énormément sur ce genre de considération et donc il faut toujours que vous vous renseigniez par rapport, parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas forcément encore l'objectif absolu de rentrer, peut-être qu'un peu plus tard. Peut-être qu'un peu plus tard, la situation aura un petit peu évolué sur ce sujet-là et c'est pour ça que c'est important de garder toujours le lien avec qu'est-ce qui se passe en France. Parce que si vous avez la possibilité de choisir le timing sur lequel vous allez rentrer, ça peut être assez intéressant de timer votre retour en fonction de la situation à ce moment-là. Si tu as quelque chose à rajouter, Magali, sur ce sujet? Bah non, je pense qu'on a fait le tour. C'est bon Bon. pour moi. En tout cas, merci. J'espère que toutes les informations, les différentes étapes, elles ont été utiles.
et que vous allez pouvoir, pour ceux qui sont en recherche actuelle, là, qui rentrent cet été, mettre en place des ajustements s'il y a besoin. Ok. Donc là, je vais enchaîner avec ma présentation. Je pense que je vais pas tenir 12 minutes, donc tu vas peut-être devoir me quitter en cours de route, Magali. Mais merci en tout cas, c'était un plaisir de faire ce duo avec toi. Et donc, je vais enchaîner sur ma partie. Donc, les leviers de négociation RH pour optimiser son package de retour. Donc, un retour en France, ça se négocie aussi. Donc, je vous ai donné déjà quelques éléments dans le cadre de cette discussion et cet échange sur la question auparavant sur le gap de rémunération. De manière absolue, je vous dis en tant que RH, les RH vous feront toujours croire que vous ne pouvez pas négocier alors qu'en fait vous pouvez. Leur objectif, dans l'idéal, c'est de ne pas avoir de négociation. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux négocier, dans quelle mesure et qu'est-ce qui fait cohérence avec le marché. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les rémunérations, c'est quelque chose d'assez complexe dans le sens où, en général, c'est géré par des RH spécialisés dans les rémunérations et avantages sociaux. Et en fonction de chaque poste, en fonction de l'expérience, de l'ancienneté, il y a des grilles de salaire, des tranches qu'on appelle des tranches de salaire avec un minimum, un taux moyen et un maximum. La question va être pour vous de savoir comment vous positionnez par rapport à la tranche de salaire considérée. Et cela, ça varie aussi en fonction des industries. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un conseil ajusté sur votre situation individuelle par rapport à votre poste, mais aussi par rapport à l'industrie que vous ciblez pour arriver à définir la tranche de salaire et savoir comment vous pouvez vous positionner et savoir quel est votre niveau de négociation. Donc au final, c'est vrai que ça ne fait pas forcément lien, mais je vais parler rapidement de moi. Donc je suis Marie Truchassou, je fais des RH internationales depuis 15 ans, je gère des expats depuis 15 ans. Et j'ai été moi-même en expat pendant 5 ans chez Atos et je gérais la zone Asie pour tous les expatriés. Je suis rentrée en 2020 pendant la période de confinement. J'ai vécu le confinement à Mumbai et puis j'ai réussi à m'extraire du confinement indien au mois de juillet. Et depuis 2021, j'ai décidé d'exercer en freelance avec un double objectif, conseiller les organisations. Et donc, j'ai différents clients pour lesquels je conseille sur les sujets d'expatriation et avoir la chance de pouvoir conseiller les expats eux-mêmes parce que j'ai toujours trouvé que les expats étaient très très seuls dans l'appréciation de leur situation RH. Et puis, les organisations ont des RH des fois assez bien capés, avec une bonne compréhension de ce qui est fait, sans pour autant que les expatriés soient vraiment en mesure d'apprécier ce qui se passe et de pouvoir négocier. Donc, mon objectif en créant cette société, c'était de pouvoir être de votre côté, vous aider à apprécier votre situation et voir qu'est-ce qui peut être fait et surtout qu'est-ce que vous pouvez obtenir de manière raisonnable. Je publie chaque jour sur LinkedIn et sur Instagram, une fois par mois, j'anime la boussole à questions. C'est une sorte de boîte à questions où je réponds aux questions de RH international et gestion des expatriés. Donc, si vous avez des questions sur votre contrat, sur votre rémunération, sur votre retour, sur tout. Je fais aussi un peu de fiscalité, de conseil en fiscalité, en immigration. Je maîtrise vraiment tous les sujets puisque c'est mon job. Ben, au final, vous mettez votre question, je les tire au sort et vous aurez une réponse en facecam. Donc, pour revenir à la négo de rémunération pure et dure, donc bien sûr, d'abord négocier votre salaire de base. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le moment clé pour négocier votre salaire. Après, vous n'aurez plus vraiment autant de leviers. Et la culture française est vraiment de limiter les augmentations aux situations principalement de promotion. Et dans les cycles classiques, vous aurez principalement la compensation de l'inflation si vous avez de la chance, sachant que certaines sociétés, des fois, compensent moins que l'inflation, donc l'effet pour vous à terme, et au final de toujours travailler plus pour au final gagner moins. Donc c'est pour ça que c'est très important d'être très bien positionné à votre tour pour pouvoir en fait gérer cet effet de difficulté de négociation. Les promotions, c'est toujours incertain. Là aussi, c'est extrêmement lié l'environnement économique, social, la situation de l'organisation, ce n'est jamais garanti. C'est toujours important quand vous négociez votre offre d'avoir une perspective sur vos possibilités d'évolution en interne et donc de promotion, mais gardez en tête
Ça ne sera jamais garanti de manière absolue. Si on vous dit dans 2 ans, vous serez ci, vous serez ça, ok, potentiellement, si tout va bien. Mais ne générez pas une énorme attente vis-à-vis de ça, parce que il y aura toujours des situations exceptionnelles qui peuvent justifier de ne pas vous donner la promotion, ou du moins de la décaler dans le temps. Donc, il faut pouvoir gérer ce timing. Et donc, ce que vous négociez maintenant, c'est vraiment le socle de votre rémunération pour toute votre carrière autour. Et là, c'est vrai que c'est la vraie difficulté pour vous qui avez été déconnecté pendant une certaine période du marché français, c'est définir, OK, qu'est-ce que je vaux sur le marché français et surtout comment je peux valoriser mon expérience à l'étranger. Parce que, bon, soyons honnêtes, ça serait bien d'arriver à pouvoir valoriser cette expérience. Et pour moi, elle vaut mieux qu'un simple retour au barème standard. Mais pour vous, il faut que vous arriviez à le prouver et à le mettre en valeur. Si vous ne le faites pas, si vous partez juste du postulat, je rentre d'un poste aux US, je reviens en France, ma valeur sera reconnue, ça ne sera pas le cas. Surtout que les recruteurs ne sont pas forcément toujours extrêmement ouverts. Il va falloir vraiment créer une sorte de business case sur qu'est-ce que vous apportez en plus suite à cette expérience. Et donc là, il faut réfléchir à la différence entre le salaire du poste et la valeur que vous apportez. Et c'est là où en fait on est un peu en écho avec Magali, parce que je pense que ça ramène à toute la réflexion un peu initiale de votre projet, de qu'est-ce que votre expatriation vous a apporté, et de qu'est-ce que vous souhaitez ramener et comment vous souhaitez vous positionner. Il faut que tout ça, ça soit très clair dans votre tête pour que vous puissiez être en mesure de pouvoir définir la valeur que vous apportez et négocier. Donc, si on reprend de manière un peu simple, vous avez un poste, je sais pas, de marketing account manager qui est peut-être à 60K sur le marché français. Le salaire du poste, c'est 60K. Ça sera très difficile d'aller au-delà. Par contre, si vous avez participé à des projets US marketing très spécifiques et que vous ciblez une société française qui a une exposition aux US et pour lesquelles le fait que vous parliez anglais, le fait que vous avez participé à ce type de projet peut apporter de la valeur, il va falloir le négocier et le négocier pour augmenter votre rémunération. Parce que concrètement, vous apportez de la valeur, vous évitez éventuellement de recruter une autre source ou de devoir prendre un prestataire sur cette spécificité. Vous avez vraiment quelque chose à apporter qui peut être quantifié et quantifiable. Et donc cet élément-là, idéalement, il faut que vous arriviez à le discuter et à l'intégrer de manière définitive et pérenne dans votre rémunération, sachant que si elle est quantifiée, c'est un élément objectif qui justifie une différence par rapport aux tranches de salaire, mais aussi à toutes les problématiques de différence de traitement et de rémunération entre salariés. C'est vrai qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a ça aussi derrière pour les RH. S'ils doivent faire une différence de rémunération, il faut qu'ils puissent le justifier. S'il y a un contrôle, il faut qu'il y ait un élément objectif qui permette de montrer qu'il n'y a pas de différence de traitement, voire même de discrimination dans certaines situations, et non plus dans ce genre de situation. La sanction est légale et financière est quand même assez difficile à supporter. Donc au final, réfléchissez à ces éléments-là et intégrez-les dans votre approche de négociation. Ce qu'il faut comparer, c'est votre salaire net actuel et le salaire net français. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On compare pas des bananes et des pommes, on compare des pommes et des pommes. Donc, dans votre analyse de retour, vous devez prendre en compte les écarts du coût de logement. Logement à New York, c'est pas la même chose qu'un logement à Bordeaux. Donc là, vous pouvez gagner un petit peu sur cet aspect-là. Les différences du coût de la vie. Vous venez de Mumbai et vous rentrez à Paris, forcément, vous aurez un différentiel de coût de la vie à intégrer. Et inversement, il y a un différentiel entre New York et Nice. L'inflation actuelle, qui dans certaines situations peut avoir un énorme impact, peut-être que vous venez d'un pays où il y a une grosse inflation, et le fait de revenir en France où il y a une inflation un peu plus limitée, à terme, pour vous, c'est un élément favorable en termes de rémunération nette en poche. Les éléments de protection sociale, c'est comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on soit couvert dans une certaine mesure pour les risques de santé, de chômage, de retraite, prévoyance, invalidité, accident du travail.
que ça soit en termes de prise en charge ou même d'indemnité journalière, on a un des régimes quand même les plus favorables au monde sur ces sujets. Vous seriez dans un autre pays, aux États-Unis, en Inde, en général, ces éléments-là, si vous les couvrez par une assurance personnelle, vous êtes couvert. Si vous ne les couvrez pas, le jour où le risque arrive, vous payez tout de votre poche. En général, c'est quand même des coûts assez prohibitifs. Et bien sûr, la qualité de vie globale, c'est quand même important. Et ça, c'est de manière générique. La pollution, par exemple, ça peut avoir un énorme impact sur votre espérance de vie, il faut être réaliste. Il y a aussi l'aspect accès aux soins, accès à tout ce qui est culture, entertainment, la sécurité politique, la capacité de pouvoir exprimer vos opinions, parce que dans certains pays d'expatriation, ce n'est pas possible. Donc, il y a tout ça qui doit rentrer en compte dans votre approche pour définir la rémunération que vous souhaitez au retour. Donc, le point de vigilance, c'est complètement inutile de vouloir convertir votre salaire brut à l'euro près. D'autant plus que c'est un argument qui ne convaincra pas les RH qui vont devoir, quoi qu'il arrive, vous repositionner dans une grille salariale française. Donc ne tentez même pas de faire ça parce qu'en fait, là en général, même ça peut dans certaines situations aboutir à une fin de négociation. Parce que les RH pourront avoir peur et se dire, cette personne n'est pas prête, elle veut dupliquer ce qu'elle a dans son pays de départ. Et elle n'est pas prête à revenir sur le marché français et dans le schéma français, elle veut juste dupliquer. Ça peut devenir un risque pour nous. Donc certains pourront décider d'arrêter le process de recrutement si vous faites ça. Que faire si le différentiel est trop important? Là, il faut négocier une composante additionnelle de rémunération qui peut être éventuellement intégrée au salaire de base en lien direct avec la valeur ajoutée de votre profil international. Et c'est là où tout le travail d'appréciation, de définition de votre projet et de votre valeur avant la recherche d'emploi est extrêmement important parce que c'est ça qui vous permettra de définir qu'est-ce que vous souhaitez demander. N'oubliez pas d'organiser votre négo avec des avantages en nature qui peuvent être à fort impact financier. Typiquement, véhicule de fonction. Dans certaines situations, on peut négocier un logement de fonction et la prise en charge de certains frais récurrents. Pensez aussi à tout ce qui peut être prime exceptionnelle. Certaines sociétés font des sortes de primes projets. Donc, si par exemple, on vous recrute, mais du fait que vous venez des US, il y a un petit projet US sur lequel vous pourriez participer, vous pourriez apporter de la valeur, il faut négocier une prime projet par rapport à la valeur que vous apportez sur ce projet. Certaines sociétés font ce qu'on appelle des welcome bonus. C'est en particulier dans tout ce qui est un peu start-up et aussi les sociétés qui, par rapport à votre fonction et compétences, ont eu du mal à trouver une ressource qualifiée sur le marché. Et pour faciliter la rétention, ils font ce genre de paiement welcome bonus qui sont en général étalés dans le temps pour assurer en fait votre rétention et s'assurer que vous restez sur le long terme au sein de la société. Il peut y avoir aussi d'autres leviers ponctuels, mais là, je l'ai gardé très générique parce qu'en fait, ça dépend de votre profil, de votre compétence, de votre industrie, et c'est vraiment une appréciation au cas par cas. Si votre situation le permet, vous pouvez également explorer la possibilité de structurer votre offre via une prime d'impatriation, qui est un dispositif fiscalement avantageux pour les deux parties, pas seulement pour vous, mais également pour l'employeur. Par contre, c'est un dispositif que vous devez négocier dans le sens où l'employeur n'a pas d'obligation de vous faire une prime d'impact stricto sensu, même si vous remplissez les conditions d'éligibilité. Donc c'est là où il faut être assez subtil et facilitateur pour inciter à faire la prime d'impatriation, surtout qu'elle demande un petit peu d'effort de la part de l'employeur pour émettre des papiers, gérer la paye, et c'est toujours assez compliqué pour eux de le mettre en place. Donc au final, il faut avoir, on va dire, la capacité de convaincre que ça peut être un énorme atout. Et des fois, en fait, il vaut mieux lâcher prise sur certains avantages et négocier la prime d'impact plutôt que de vouloir tout avoir, stricto sensu. Donc un aspect assez stratégique pour définir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Et ça aussi, il faut faire les calculs parce que des fois, la prime d'impact n'est pas forcément si intéressante que ça selon votre situation familiale et selon votre niveau de rémunération.
Donc, il faut savoir choisir ses batailles et l'utiliser si c'est opportun. Donc, n'oubliez pas de négocier les frais de changement de domicile parce qu'un retour d'expatriation, c'est aussi un vrai déménagement et les déménagements, ça coûte assez cher. Donc, négocier une prime de réinstallation pour couvrir le logement temporaire, les déménagements et les frais annexes, d'autant que il y a des avantages sociaux sur ce type de prime, dans le sens où si l'employeur vous octroie une telle prime ou un tel avantage, il ne paye pas de cotisation employeur sur cet avantage parce que c'est lié à un déplacement de domicile à motif professionnel. Donc certaines organisations, elles préfèrent faire une prime en cash et vous vous débrouillez entre guillemets pour gérer la logistique et utiliser le montant au mieux en fonction de votre situation. D'autres remboursent au réel. C'est à vous de poser le sujet clairement. Donc maintenant, après avoir vu assez rapidement les différents avantages, on va faire un petit focus sur la prime d'impact. Rêve ou réalité, ça me tenait à cœur de clarifier ce sujet parce que je trouve que dans beaucoup d'endroits, des forums, des groupes Facebook, on parle de la prime d'impact. Il y a quand même aussi beaucoup de gens qui peuvent dire, ben, moi j'ai fait la prime d'impact, je fais ci, je fais ça. La prime d'impact, c'est complexe. La prime d'impact, ça dépend de votre situation personnelle et la prime d'impact, ça dépend aussi de votre employeur. Donc, ne laissez pas quelqu'un sur un forum vous dire fais ci, fais ça. Il ne connaît rien de votre situation. Et ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que si à un moment donné vous activez le schéma de prime d'impact et que vous n'êtes pas forcément éligible ou il y a un petit caillou dans la chaussure, c'est un risque pour vous à titre personnel et c'est un risque significatif dans le sens où si vous êtes flagué par l'administration française, vous serez flagué dans les fichiers et régulièrement vous aurez des contrôles fiscaux sur votre situation d'imposition. Donc, c'est pas forcément l'objectif. Donc, sur la prime d'impact, aujourd'hui, j'ai voulu l'aborder pour déconstruire certaines choses qui sont partagées et aussi vous donner un point de vigilance. Ne laissez pas quelqu'un sur Internet qui n'est pas expert en plus en fiscalité vous dire comment gérer votre prime d'impact. C'est un point trop douloureux et trop complexe pour laisser n'importe qui le faire. Donc, la prime d'impact, c'est vraiment un levier RH hyper puissant puisque c'est un dispositif fiscal avantageux pour les salariés de retour en France après une mobilité internationale. Ça couvre les expats qui sont partis, par exemple, avec une boîte française et qui reviennent après leur expatriation, mais ça couvre aussi les expats qui ont pris un PVT pour partir au Canada et au final sont partis 10 ans et après, au bout d'un moment, souhaitent revenir. Et vous aviez géré votre mobilité internationale par vous-même. Vous pouvez être éligible à la prime d'impact et ça peut être intéressant de l'obtenir. La prime d'impact, au jour d'aujourd'hui, c'est extrêmement avantageux. Pour moi, c'est un des dispositifs fiscaux les plus avantageux. Ce n'est pas garanti dans le temps. Et c'est vraiment quelque chose où je pense qu'à terme, le schéma va peut-être être supprimé par le gouvernement, surtout dans la dynamique d'austérité qu'on a de manière générale sur l'imposition et le fait que tout le monde doit participer, entre guillemets, à l'effort de guerre. Donc, ne partez pas de manière absolue et il faudra toujours vérifier que le régime est toujours disponible au moment de votre retour. Donc, quel est l'avantage de la prime d'impact? Elle permet une exonération d'impôt sur une partie de votre rémunération sous certaines conditions. Les conditions, c'est qu'il faut que vous ayez passé 5 ans en continu hors de France avant le retour. Et quand je dis en continu, il peut y avoir des débats sur vos périodes de retour, entre guillemets, en congé en France sur cette période de 5 ans. Certaines personnes se sont dit, ben, moi je suis rentrée 5 semaines. Ben, des fois, ces 5 semaines peuvent sortir des 5 ans et à quelques jours près, vous pouvez vous retrouver non éligible à la prime d'impact. Donc là aussi, à nouveau, et c'est pour ça que l'appréciation individuelle est très importante, il faut vérifier quels ont été vos mouvements vers la France sur les 5 dernières années, voir le nombre de jours passés. Bon, passer de temps en temps 10 jours pour Noël, ça va pas changer la face, entre guillemets, de votre situation. Par contre, les personnes un peu en mode commuting qui rentrent régulièrement et qui passent sur des longues périodes, ça peut changer la situation. Et à ce moment-là, il faut que vous ayez quelqu'un qui vous conseille pour apprécier et pour définir au réel la période que vous avez passée hors de France afin de savoir si vous êtes éligible ou pas à la prime d'impact.
Quels sont les avantages? Au final, jusqu'à 30% de votre rémunération peut être exonérée d'impôts, mais uniquement sur la partie excédant la rémunération de référence d'un poste équivalent en France. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où moi, des fois, je vrille complètement quand je lis les messages sur les forums, quand je vois 30% de ta rémunération peut être exonérée. Non, pas stricto sensu. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a un poste à 60 000 euros au retour, poste marketing account manager classique. Si la rémunération équivalente au sein de l'organisation pour ce poste et même au sein de l'industrie est à 60K, si on vous offre 60K, vous ne pourrez pas passer 30% en impatriation puisque votre rémunération correspond à la référence d'un poste équivalent en France. Par contre, si vous arrivez à négocier 64 salaires de base et peut-être un petit bonus à 10 ou 15K par rapport à la valeur que vous apportez suite à votre expatriation, ces 10 à 15% seront éligibles à la non-imposition dans la limite qu'ils ne dépassent pas les 30% de la rémunération de référence. Donc c'est là où il y a tout un calcul à réaliser pour savoir si c'est intéressant. Et l'avantage effectivement de la prime d'impact, c'est que vous n'avez pas d'imposition quoi qu'il arrive. Et cet élément, prenons mon exemple, c'est à 10 ou 15 cas, hein, sur les 7 années suivantes, sur ces 10 ou 15 cas, vous n'aurez pas d'imposition tant que vous ne changez pas d'employeur. Donc là, vous avez l'avantage du temps pour pouvoir, entre guillemets, pouvoir investir intelligemment l'impôt que vous auriez payé si vous n'aviez pas eu le régime de impatriation. Par contre, ces 30%, ce montant-là, il est vraiment gelé, c'est-à-dire que si vous avez des augmentations ultérieures, on ne refait pas le calcul. C'est vraiment le montant défini à l'arrivée qui compte et il ne bougera plus pendant toute l'affectation. Si vous avez le régime d'impact et que vous avez en plus un poste qui est toujours exposé à l'international avec des déplacements réguliers à l'étranger, avantage supplémentaire que vous avez comparé aux Français qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas le régime d'impatriation, c'est que vous avez une possibilité d'exonération fiscale sur les revenus qui sont liés au jour où vous avez été hors du territoire français pour exercer des missions professionnelles pour cet employeur. Et pour certaines positions, notamment si vous voulez vraiment utiliser le levier de votre expatriation pour avoir un poste retour en France très flagué international, donc peut-être avec des déplacements, ça peut être extrêmement intéressant pour vous d'avoir ce régime d'impatriation parce que bon, bah, à partir d'une semaine par mois réalisée en mission, si cette semaine n'est pas imposable, ça peut faire une sacrée économie d'imposition qui se cumule effectivement avec les 30% dans une certaine limite, qui est une limitation totale à 50%, si je me rappelle bien. Donc là, l'impatriation, si vous êtes éligible et si vous êtes en mesure de pouvoir négocier sur votre valeur pour être au-deçà d'une rémunération d'un poste équivalent en France, c'est tout bénef. Et en plus, c'est sur une longue durée, à condition que vous restez dans l'employeur, avec l'employeur qui vous a recruté au retour. Autre point assez important sur l'éligibilité, donc elle peut aller jusqu'à 8 ans, selon votre situation et le montage retenu. Et elle peut être intégrée dans votre package de rémunération retour, soit comme un élément distinct, c'est-à-dire en général, ils font une sorte de petite prime séparée qu'ils appellent directement prime d'impatriation. Soit elle peut être intégrée dans votre rémunération, mais à ce moment-là, il faut faire tout un tas de papiers pour expliquer à l'administration fiscale française quelle part de votre rémunération est éligible au régime d'impatriation. Et le gros point de vigilance, c'est attention, en cas de changement d'employeur, le bénéfice est perdu. Et c'est là, en fait, où c'est extrêmement important de bien choisir son employeur au retour. Surtout si on arrive à négocier une prime d'impact, parce que si on change d'employeur, le bénéfice est perdu et surtout, en général, les employeurs suivants ne compenseront pas cette perte. Eux, ils vous reprendront sur la base de votre salaire de base brut et game over. La question de timing aussi est extrêmement importante. Il faut anticiper et négocier dès les discussions contractuelles. Alors, négocier, c'est pas forcément dire je veux. Des fois, c'est juste dire je suis éligible au régime d'impatriation, j'en ai entendu parler, je serais curieux de savoir si vous pouvez faire quelque chose.
Il faut savoir des fois ajuster un petit peu son discours pour pouvoir obtenir ce qu'on souhaite. Par contre, ce qui est important, c'est que le contrat qui intègre ce dispositif doit être impérativement signé avant votre départ du pays d'expatriation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la prime d'impact a posteriori. Si, si vous signez le contrat et que vous êtes peut-être encore dans votre pays d'expat, tout va bien. Si vous signez votre contrat et que vous êtes sur le territoire français, ça passera pas. Vraiment, la logique, c'est de dire, vous signez un contrat et vous étiez encore résident fiscal ailleurs. Et dans ce cas-là, vous souhaitez rentrer, donc on met en place ce régime de faveur. Donc si vous êtes déjà rentré, en fait, il n'y a pas de lieu d'appliquer ce régime favorable. Donc faites vraiment attention à la question du timing et n'hésitez pas aussi à dire à vos employeurs, si des fois certains attendent votre arrivée sur le territoire pour vous faire signer votre contrat officiel, parce que des fois il y a juste des offres qui sont faites comme ça et le contrat CDI, entre guillemets, est fourni qu'à l'arrivée sur le territoire. Faites en sorte de bien contractualiser et d'expliquer que vous en avez besoin avant. Donc, en termes de clés pour négocier, c'est vrai que là, je me suis beaucoup focalisée sur qu'est-ce que vous pouvez négocier au retour, mais il y a aussi la manière de négocier les choses. Donc, j'ai rédigé un e-book qui est à la base destiné, on va dire, pour la négociation pour partir en expat, mais au final, la logique est un petit peu la même pour le retour d'expat, surtout que les RH pensent de manière un peu toujours la même manière. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et à le regarder parce qu'il y a des logiques d'approche pour pouvoir communiquer vos demandes qui peuvent être extrêmement intéressantes pour que vous sachiez comment structurer votre négociation. Et surtout, une négociation, il faut être structuré et stratégique, préparer les questions et éventuellement les situations que le RH pourra vous challenger, parce qu'ils essaieront certainement vous challenger pour éviter de répondre favorablement à votre demande dans la mesure du possible. Il faut pouvoir justifier les choses. Donc, préparez au mieux, entre guillemets, votre pitch pour pouvoir négocier votre rémunération et vos avantages. Donc, si vous avez besoin de faire un point rapide sur votre situation de négo, moi, je fais ce qu'on appelle des expat audits, que ce soit pour les expats ou en retour d'expatriation. Vous me transmettez tous vos éléments clés, contrat, bulletin, package, et je fournis un diagnostic écrit avec un plan d'action sur tous les différents éléments et surtout comment communiquer et stratégiquement. Je donne aussi des fois des recommandations d'ordre de priorité et qu'est-ce qui a le plus de chances d'aboutir pour vous en fonction de mon appréciation RH. Donc, tout est passé au cri pour sécuriser votre retour. Et ce que je recommande, c'est pas forcément d'attendre d'avoir votre contrat, enfin cet expat audit. Cet expat audit peut être aussi tout à fait fait, on va dire, en termes d'anticipation pour définir ensemble votre rémunération et quels avantages vous pourriez, entre guillemets, demander. Parce que pour moi, la négociation, ça ne se fait pas au moment de la proposition de contrat par le RH, ça se fait bien plus en amont. C'est au moment des entretiens où on vous demande, l'air de rien, quelles sont vos attentes. Là, il faut être prêt. Et il faut aussi que vous ayez une idée de ce que vous souhaitez demander. Il faut que vous ayez une idée si vous êtes éligible à l'impatriation ou pas. Donc, le mieux, c'est de faire l'expat audit aussi de manière anticipée. Il y a aussi une autre solution, Expat Hour Call. Ça, je le fais surtout si vous souhaitez que je me mette dans ma position aussi de RH et que je vous passe au grill comme dans une vraie négo. Ça, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, au-delà de faire l'analyse de votre situation, de définir le plan d'action, etc., je peux vous mettre en situation de real case scénario et vous préparer à un vrai entretien RH sur ce genre de problématique. Et en général, c'est assez pertinent parce que ça permet de préparer au mieux et je vous donne effectivement des conseils par rapport à la communication, l'approche, pour que vous sentiez en toute sérénité au moment où vous devez vraiment le négocier. On est arrivé à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelques petites questions. Si vous parlez des auto-entrepreneurs, ça m'intéresse. J'envisage de continuer de travailler avec ma clientèle canadienne. Oui, c'est tout à fait possible. Après, il faut faire attention au montage en termes de fiscalité et de l'impact que ça peut avoir en fiscalité personnelle, mais aussi en fiscalité corporate. C'est pas juste je déplace mon activité et basta.
Il y aura aussi des problématiques avec le taux de change. Enfin, faut structurer les contrats, faut faire assez attention. Moi, j'avoue que je peux faire, je sais pas toi Magali, hein, mais moi, je peux faire un peu de conseils par rapport à ça parce que j'ai beaucoup de contrats. Moi, je suis moi-même indépendante et j'ai des contrats à l'étranger avec l'Inde en particulier avec des problématiques de taux de change où j'ai sécurisé, j'ai mis les bonnes clauses. Donc, en fait, votre activité sera différente et réalisée depuis un autre pays. Donc, il faut anticiper l'impact légal que ce changement de localisation va engendrer. Où en est-on en France au niveau du télétravail? Mm. C'est très variable. Après, moi, ce que je ressens, c'est que je suis passée à la Défense, là, il n'y a pas longtemps. Il y a quand même beaucoup de bureaux vides. Euh, Beaucoup de difficultés à imposer aux gens de revenir en présentiel à 5%, enfin 100%. Il faut se méfier des offres qui disent remote et puis en réalité, il y a qu'un jour par semaine en télétravail et le reste en présentiel. Je trouve que c'est une énorme arnaque. Après, j'ai l'impression, Magali, tu diras ce que tu en penses, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression des lobbies de la promotion immobilière de bureaux qui essayent de décrédibiliser euh, le télétravail parce que c'est pas dans leur intérêt, mais aussi ben, l'environnement politique, économique, global. Il y a aussi une sorte de bascule en termes de mindset où je pense que c'est un peu naturel des fois aux managers français. Les managers français aiment bien avoir les personnes à côté d'eux pour voir ce qu'ils font. Et ils ont du mal à gérer les situations de travail à distance. Donc, c'est très, très complexe. Et même si officiellement, pour attirer, parce que souvent ils font ça, il y a du télétravail qui est offert, faut bien creuser et voir dans quelle modalité. Et pas seulement ça pour moi, il faut aussi surtout creuser que le manager qui vous recrute, il a les bons réflexes, le bon mindset pour gérer des gens en télétravail et que c'est pas du micromanagement. Enfin, moi, c'est mon conseil, personnellement. Peut-être si je dois compléter, c'est des points qu'il faut vérifier pendant le process de recrutement, tout simplement, parce que en effet, il y a euh, très souvent une différence entre ce qu'il y a décrit sur les offres d'emploi et la réalité. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut confirmer, c'est des choses qu'il faut demander. Et puis après, à vous de voir si vous êtes en adéquation avec ça ou pas, quoi. Mais après, le télétravail, ça dépend tellement des entreprises, dépend tellement du secteur d'activité, ça dépend du métier. Enfin, tout ça, c'est du cas par cas, hein. Et même au sein d'une même entreprise, en fonction des business units, ça peut être aussi apprécié différemment. Donc, méfiez-vous aussi des fois des avis Glassdoor qui peuvent être toujours une première approche, hein, bien sûr. Mais quand vous êtes dans des grands groupes, des fois, la culture, le mindset et les règles varient vraiment d'une entité à une autre et d'une business unit à une autre. Donc, faites attention. J'ai entendu dire que l'expérience étrangère est peu valorisée et que l'esprit est encore extrêmement hiérarchique. Quel conseil sur l'attitude et la posture pour s'affirmer et se valoriser sans faire peur? Magali? J'ai pas écouté, j'étais en train de lire le dernier message. Ah, J'ai entendu dire que l'expérience étrangère est peu valorisée et que l'esprit est encore extrêmement hiérarchique. Quel conseil sur l'attitude et la posture pour s'affirmer et se valoriser sans faire peur? Bonne connaissance de soi. On revient au démarrage. C'est plus j'ai une bonne connaissance de moi, je vais développer naturellement une confiance en moi et je vais être en capacité de répondre le plus justement possible à tous ces recruteurs que j'ai en face de moi. Mais après, de toute façon, c'est toujours la même chose. Les recruteurs, vous pouvez tomber sur quelqu'un de très bienveillant. euh, et après, vous tombez sur quelqu'un avec qui ça passe pas. Et c'est humain, ça fait partie du jeu. Enfin, les rencontres, c'est comme ça. Euh, enfin, il y a pas vraiment de règles, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, Marie, mais moi, je pense que déjà, à un moment donné, enfin, moi, j'ai eu l'expérience, puisqu'à un moment donné, avant de décider de me lancer en freelance, j'ai prospecté hein, pour reprendre un job. Après, c'était compliqué, c'était en période Covid. Mais je suis effectivement tombée sur ce genre de recruteur peu bienveillant. Et c'était d'autant plus incompréhensible que vu ma position et mon type d'activité quand même assez international, le fait de ne pas reconnaître on venait me chercher pour un poste chez Tata où j'allais gérer des Indiens. Et le mec était incapable de reconnaître mes 5 ans en Inde comme étant quelque chose quand même d'assez avantageux.
Et il m'a challengé aussi sur le fait que justement, en termes de rémunération, j'étais très très haute, entre guillemets. Moi, je préférais pas donner suite. Je suis désolée, à un moment donné, il faut être droit, enfin, il faut avoir le respect de soi-même. Et si à un moment donné, votre expérience n'est pas du tout reconnue, c'est peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Et il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes dans une nécessité absolue d'outrepasser ça parce que vous avez une situation personnelle financière qui vous laisse pas le choix? Ou est-ce que vous avez le choix? Et à ce moment-là, si vous avez le choix, je pense qu'il vaut mieux passer votre route et mettre votre énergie ailleurs. Mais, euh, mais il est vrai qu'il y a quand même globalement certains recruteurs qui ne le reconnaissent pas, et c'est pas forcément qu'une question de personne, des fois c'est juste une question, ils ne réalisent pas, ils n'ont jamais été eux-mêmes à l'international, ils n'ont jamais bougé de leur bulle. C'est vrai que c'est ça le truc avec les Français. Ils sont dans une bulle, dans un prisme qui est conditionnant en termes d'appréciation de beaucoup de choses. Nous, on a vécu à l'étranger, on voit les choses complètement différemment. Et voilà. Donc, je pense que soit il faut se dire, est-ce que je vais faire un effort parce que pour essayer de voir, et donc à ce moment-là, c'est vrai qu'il faut prendre une position un peu plus de retrait et puis être assez raisonné et toujours fonctionner en mode business case, c'est-à-dire je ne vais pas dans l'émotionnel, je vais que dans les faits, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à l'expérience que j'ai eue et rester dans les faits. Et c'est très difficile d'aller combattre des faits. Mais après, pour moi, ça serait limite peut-être plutôt un red flag. Si je tombe vraiment sur pas seulement sur un recruteur, même sur des managers qui ont du mal à réaliser l'expérience que vous avez et la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Pour moi, ça veut dire qu'à terme, votre évolution au sein de la société et même votre bien-être et votre reconnaissance seront assez compliquées. Mais à l'inverse, vous pouvez tomber sur des entreprises qui vont adorer votre profil, etc. Donc, ne rentrez pas en France avec l'idée en tête que vous allez être embarré partout, que ça va plaire à personne, parce que du coup, ça fonctionnera pas non plus. Enfin, c'est un gros travail qu'il faut faire sur soi, de se dire, d'enlever toutes ces croyances limitantes que vous avez enfin, ce qui revient souvent, c'est en France, il n'y a pas de travail, en France, les gens sont pas ouverts, en France ceci, en France cela. Mais faites-vous votre propre opinion, testez, lancez votre recherche, et c'est en testant que vous allez être confronté aux différentes situations et vous pouvez vivre des processus de recrutement qui sont super enrichissants, qui vont vous permettre de mieux vous positionner par la suite, d'en apprendre plus sur vous, etc., de mieux rebondir sur les questions qu'on vous pose, etc. Donc, il y a Oui, puis aussi je pense que un on revient aussi au qui sont aussi. très C'est bien. comme, tu vois, tu cibles au début et tu te dis, j'ai envie d'avoir des entreprises ouvertes au télétravail, ouvertes sur le fait que j'apporte quelque chose en termes d'expérience internationale. Bah, typiquement, mon conseil, si vous êtes dans le domaine bancaire, allez pas à la SG ni à Crédit Agricole. Par contre, ciblez peut-être plutôt Conto ou les nouvelles néobanques qui seront beaucoup plus ouvertes à votre expérience à l'international. Donc, en fait, il faut avoir cette intelligence-là de prendre du recul sur votre domaine et par rapport à votre ciblage, définir, OK, j'ai envie de rester dans ce domaine, mais au final, il faut que je cible mieux et il faut que je cible par rapport à ce qui me correspond. Et donc, il faut des fois, en fait, cibler, c'est aussi des fois se dire qu'on ne va pas quelque part. C'est savoir dire non aussi. Parce que dans les processus de recrutement, l'entreprise, elle décide, oui, des prochaines étapes, mais vous aussi, vous pouvez dire à un moment donné, non, je stoppe parce que c'est pas en adéquation avec mes valeurs, avec mes envies, avec mes besoins, avec la rencontre que j'ai eue. Voilà, il y a peut-être des red flags qui font que je n'ai pas envie de continuer le process et c'est possible aussi. Mais tout ça, c'est à condition, voilà, d'avoir fait tout ce travail en amont, de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on recherche, d'être en capacité de dire non, de savoir valoriser son parcours, etc. Donc, tout ça et de l'avoir anticipé aussi parce qu'au final, bah, si vous vous retrouvez un peu à la dernière minute, bah, vous allez prendre. Vous allez peut-être naturellement prendre parce que peut-être qu'il y aura que ça à ce moment-là et qu'il faudra prendre du travail, etc. Vous voyez? Alors que si on a anticipé, on va plus être en capacité de faire les bons choix, d'avoir plusieurs options, plusieurs propositions et d'être en capacité de dire, OK, je prends celui-ci parce que, et à l'inverse, celui-ci, je le refuse parce que c'est moins en adéquation avec mes valeurs ou autre. Est-ce que vous aidez aussi les expats pour la négo salaire, mais qui sont déjà rentrés en France?
C'est-à-dire a posteriori, qui ont un contrat local français ou qui vont repartir en expat? C'est quoi la question? Je suis pas sûre d'avoir compris. Je pense que c'est déjà quelqu'un qui est rentré, tout ce que je comprends de la question. Amy, si tu peux. Oui, oui, après, s'il y a des process en cours, je peux toujours intervenir. Et comme je le disais, hein, le plus tôt, c'est le mieux. Et plus on est dans une démarche proactive et au final, qu'on communique au fur et à mesure des entretiens ses attentes, mais à ce moment-là, il faut définir ensemble quel est le champ des possibles. Parce qu'une négociation, entre guillemets, a posteriori, quand le contrat a déjà été fait, en général, ça marche très très peu. Et puis parce que les RH se disent, ben, on a appliqué ce qu'on devait appliquer et maintenant, psychologiquement, il va dire oui et on veut pas négocier. Oui, ça, je peux le faire, comme je peux le faire aussi si un jour vous repartez en expatriation, qui sait. Comment rétablir sa valeur salariale sur le marché? Et sa valeur salariale, c'est la rémunération par rapport à son poste et ses compétences, son expérience et son impact au sein de l'organisation. Et ça varie en fonction de l'industrie et d'une organisation à une autre. Les schémas de rémunération ne seront pas les mêmes entre EDF et Engie. Donc il faut pouvoir effectivement ajuster les types d'avantages aussi ne sont pas les mêmes. Et c'est là en fait où c'est important d'avoir quand même du conseil de la part de quelqu'un qui est dans le domaine RH et qui est en mesure de pouvoir commencer à faire une préanalyse pour vous permettre de mieux définir votre tranche de rémunération. Et après, le deuxième point, c'est effectivement la valeur de votre expérience internationale qu'on peut rajouter un peu comme un top-up sur vos prétentions salariales. Mais il faut idéalement les ajuster et les aligner avec les besoins de l'entreprise qui va vous recruter et de montrer que vous pouvez créer de la valeur. Et c'est à ce moment-là, une valeur qui se crée, ça a une compensation financière. Est-ce qu'il est possible de trouver en ligne les grilles des prétentions salariales? Si c'était si simple, non. Il y a toujours les trucs un peu glace d'or, etc. Mais moi, c'est un premier indice. Après, en général, enfin, faut le dire, les gens qui sont bien, ils mettent pas leur rémunération chez Glassdoor. C'est que les gens qui sont souvent sur le départ. C'est pour ça aussi qu'il faut, enfin, c'est vrai que ça donne toujours une première image, mais il faut toujours se méfier de ce genre d'avis. Et les grilles de rémunération, c'est des éléments RH ultra confidentiels. Donc Rentre. même moi, par exemple, je peux avoir des grilles par exemple sur des industries que je vais payer très très cher d'ailleurs pour pouvoir y avoir accès. Mais après, je ne peux pas faire de l'individualisation, genre je ne peux pas acheter la grille EDF. Ce n'est pas disponible au jour actuel sur le marché. Et de toute façon aussi, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que ce genre d'élément, c'est ce qu'on appelle un, j'ai plus le terme en anglais qu'en français, c'est un avantage compétitif. On va pas le mettre dans l'espace public ou le donner aux concurrents, cet avantage compétitif de savoir comment les grilles de rémunération sont structurées. Donc faites attention à ce que vous trouvez. Vous aurez peut-être deux ou trois personnes pour un poste équivalent qui vous diront leur rémunération, mais leur rémunération dépend de leur profil, de leur expérience, de leur niveau d'études, de leur impact sur la société, de leur performance, et donc ce n'est pas forcément le bon chiffre à prendre en compte. Rentrer en France, mais continuer à travailler en tant qu'employé en télétravail pour la même entreprise de l'étranger. Dans mon cas, Europe, Allemagne. Où sont les limites légales du contrat? Alors déjà, ben, si ton employeur n'a pas donné, enfin, il faut d'abord que ton employeur soit au courant, qu'il donne son accord et le changement de lieu de localisation. Il faut pas oublier une chose, en droit, le principe, c'est on applique le droit du lieu où on est présent physiquement. Et c'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on reste forcément sous la législation allemande pour la sécurité sociale, pour l'imposition et pour tout le reste. Donc, par défaut, il faut que vous partiez du postulat que vous bougez en termes de résidence en France. Ça peut avoir des impacts, il faut les checker. Ça peut avoir un surcoût et c'est peut-être un surcoût que votre employeur ne voudra pas supporter. Autre difficulté dans les situations de télétravail comme ça à l'international, c'est que par votre seule présence en France, l'État français, en termes de droit des sociétés, peut considérer
que vous constituez un établissement stable qui fait du business en France, dans le sens qui ramène des revenus. Et donc, ça peut générer de l'imposition en droit des sociétés pour votre employeur allemand en France, juste par votre présence à travailler depuis votre petit bureau avec votre PC et à être connecté 8 heures par jour. Et ça, c'est un risque que des fois certains employeurs ne veulent pas prendre, d'autant plus que ça peut générer un surcoût en termes d'imposition assez significatif et aussi beaucoup de formalités à faire. Donc moi, la première chose que je ferais, c'est déjà d'obtenir l'accord de l'employeur et d'identifier l'impact. Si vous faites ça dans le dos de l'employeur, quand vous serez repéré, les frais liés à tout ça vous seront certainement rechargés. Du fait que vous n'avez pas été... En plus, il y a un problème de loyauté, de transparence vis-à-vis de votre employeur si vous ne l'avez pas informé. Donc, faire attention de manière absolue, c'est pas garanti. Après, il y a des schémas spécifiques en sécurité sociale qui sont assez intéressants et qui peuvent peser dans la balance favorablement pour vous pour le faire.